Il y a une vérité brutale que la plupart des hommes refusent d'accepter. Une vérité si douloureuse qu'ils préfèrent vivre dans l'illusion plutôt que de regarder la réalité en face. Cette vérité, c'est que dans l'esprit d'une femme, il n'y a que deux catégories d'hommes. Il y a l'homme qu'elle désire ardemment, celui pour qui elle briserait toutes ses propres règles, celui pour qui elle annulerait ses plans à la dernière minute. Et puis, il y a l'autre, l'homme de sécurité, le plan B, l'option de secours, le filet de sécurité émotionnelle et financier qu'elle garde sous la main au cas où le premier la rejetterait. Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement parce qu'une petite voix dans ta tête te dit que quelque chose ne tourne pas rond dans ta relation actuelle. Tu investis du temps, de l'énergie, de l'argent, et pourtant, tu as l'impression constante de ramer à contre-courant. Tu as l'impression de devoir toujours prouver ta valeur, de devoir toujours faire le premier pas, de devoir toujours te contenter des miettes de son attention. Aujourd'hui, nous allons faire taire cette petite voix et regarder les faits avec la froideur clinique de Machiavel. Je vais te révéler les 8 signes absolus, indéniables et psychologiquement prouvés qui démontrent que tu n'es pas son premier choix, que tu es simplement son option de secours. Mais avant de plonger dans cette analyse chirurgicale de la psychologie féminine, si tu veux vraiment comprendre les dynamiques de pouvoir cachées dans les relations et arrêter d'être la victime des jeux émotionnels, laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification. C'est le seul moyen de t'assurer que tu ne manqueras pas les prochaines leçons de survie dans le monde impitoyable des relations modernes. Commençons par comprendre la psychologie évolutive derrière le concept de l'option de secours. Depuis la nuit des temps, la stratégie de reproduction féminine est basée sur la minimisation des risques. Contrairement aux hommes qui sont biologiquement programmés pour disperser leurs gènes le plus largement possible, les femmes sont programmées pour sélectionner le meilleur partenaire possible pour assurer la survie de leur progéniture. Mais chercher le mâle alpha, l'homme au sommet de la hiérarchie, comporte un risque majeur. Cet homme a beaucoup d'options et il est très volatile. Il peut la quitter à tout moment. Pour pallier ce risque, la psychologie féminine a développé un mécanisme de défense redoutable, la stratégie du double partenaire. D'un côté, elle cherche l'homme qui lui procure des émotions intenses, de l'excitation, de l'attraction pure. De l'autre, elle garde en orbite un ou plusieurs hommes sûrs, des hommes fiables, prévisibles, gentils, qui seront là pour ramasser les morceaux si le premier la fait souffrir. Le problème, c'est que les femmes ne te diront jamais ouvertement que tu es le plan B. Elles te garderont dans un état d'ambiguïté constante, te donnant juste assez d'espoir pour que tu restes, mais jamais assez de certitude pour que tu te sentes en sécurité. Voici les 8 signes qui prouvent que tu es tombé dans ce piège mortel. Signe numéro 1. L'asymétrie de l'initiative et de l'investissement. C'est le signe le plus évident, mais aussi celui que les hommes ont le plus de mal à accepter. Quand une femme te considère comme son premier choix, quand elle est véritablement attirée par toi, elle facilite les choses. Elle enlève les obstacles de ton chemin. Elle trouve des excuses pour te parler. Elle t'envoie des messages pour des raisons futiles. Elle s'assure que tu sais qu'elle est disponible. Si tu es son option de secours, la dynamique est totalement inversée. C'est toujours toi qui initise le contact. C'est toujours toi qui propose des rendez-vous. C'est toujours toi qui relance la conversation quand elle meurt. Et quand elle te répond, observe attentivement la qualité de ses réponses. L'homme qui est le premier choix reçoit des paragraphes, des questions en retour, des emojis, de l'enthousiasme. L'option de secours reçoit des réponses monosyllabiques. Haha, oui, cool, on verra. Elle te répond parce qu'elle veut te garder sur le banc de touche, pas parce qu'elle a envie de te parler. Elle te donne le strict minimum syndical pour maintenir le fil de la connexion sans avoir à s'investir émotionnellement. Si tu arrêtes de lui écrire aujourd'hui, combien de temps s'écoulera-t-il avant qu'elle ne prenne de tes nouvelles? 3 jours? 1 semaine? 1 mois? Jamais? Fais le test. Le silence est le révélateur ultime de ta véritable place dans sa vie. Si ton absence ne crée aucun vide chez elle, c'est que ta présence n'avait aucune valeur. Signe numéro 2, le syndrome de l'agenda conditionnel. Comment gère-t-elle son temps avec toi? C'est une question cruciale. Quand une femme veut voir l'homme qui la fascine, elle déplace des montagnes. Elle annule ses cours de yoga, elle reporte ses sorties avec ses amis, elle trouve du temps même quand elle n'en a pas. Mais quand tu es l'option de secours, tu es soumis au syndrome de l'agenda conditionnel. Elle ne te donne jamais de réponse claire et définitive quand tu lui proposes de vous voir.
Tu lui dis « On se voit vendredi soir ?» Elle te répond « Je te redis ça, je dois voir si je n'ai pas déjà un truc de prévu avec les filles. » Ou peut-être « Ça dépendra de mon heure de fin de travail. » Traduction machiavélique. Je garde ma soirée de vendredi libre au cas où l'homme qui m'intéresse vraiment me proposerait quelque chose. S'il ne le fait pas, et si je m'ennuie vraiment, alors j'accepterai de te voir pour ne pas passer la soirée seule. Tu n'es pas une priorité, tu es un bouche-trou. Tu es la roue de secours qu'on utilise quand le pneu principal crève. Pire encore, elle a tendance à annuler à la dernière minute avec des excuses vagues. Je suis trop fatigué. J'ai mal à la tête. J'ai un imprévu familial. Et le détail qui tue, quand elle annule, elle ne propose jamais de date alternative. Elle te laisse dans le flou. Un homme qui se respecte ne tolère jamais d'être traité comme une option d'agenda. Si elle ne peut pas te donner un oui enthousiaste, considère que c'est un non définitif et retire ton attention. Signe numéro 3. La compartimentation stricte de sa vie. C'est un signe très subtil mais extrêmement révélateur. Quand une femme est fière de l'homme avec qui elle est, quand elle le considère comme un partenaire de haute valeur, elle veut l'exhiber. Elle veut le présenter à ses amis, à sa famille. Elle veut l'intégrer dans son cercle social. C'est une façon pour elle de marquer son territoire et de montrer au monde qu'elle a gagné un homme de qualité. Si tu es l'option de secours, tu remarqueras qu'elle compartimente strictement sa vie. Elle te garde dans une boîte isolée. Vous vous voyez toujours en tête, souvent chez toi ou chez elle, ou dans des endroits discrets. Elle ne te présente jamais à ses amis proches. Si vous croisez par hasard des gens qu'elle connaît dans la rue, elle te présente de manière vague, souvent juste par ton prénom, sans préciser la nature de votre relation, ou pire, en te présentant comme un ami. Sur les réseaux sociaux, c'est le silence radio absolu. Elle ne poste jamais de photos avec toi. Elle ne t'identifie jamais dans ses stories. Si tu la tagues sur une photo, elle s'arrange pour que ça n'apparaisse pas sur son profil. Pourquoi fait-elle ça? Pour 2 raisons. Premièrement, elle ne veut pas que l'homme qu'elle désire vraiment, ou les hommes potentiels futurs, pensent qu'elle est en couple. Elle doit maintenir l'illusion de sa disponibilité sur le marché. Deuxièmement, elle n'est pas assez fière de toi pour associer son image publique à la tienne. Tu es un secret honteux, une commodité cachée, pas un trophée. Signe numéro 4. Elle te contacte uniquement quand elle est en crise. C'est le rôle classique du tampon émotionnel. Observe les moments où elle est la plus affectueuse, la plus bavarde, la plus présente avec toi. Est-ce quand tout va bien dans sa vie? Ou est-ce quand elle vient de se disputer avec ses amis, quand elle a des problèmes au travail, ou pire, quand elle vient de se faire rejeter par un autre homme? L'option de secours est souvent utilisée comme une station-service émotionnelle. Quand son ego est à plat, quand elle se sent moche, triste ou rejetée, elle vient vers toi parce qu'elle sait que tu vas la rassurer. Elle sait que tu vas lui dire à quel point elle est merveilleuse, intelligente et belle. Tu lui fournis la validation gratuite dont elle a besoin pour regonfler son ego. Et une fois que son réservoir d'ego est plein, une fois qu'elle se sent à nouveau forte et désirable, elle disparaît. Elle retourne chasser les hommes qui l'ignorent, forte de la confiance que tu viens de lui redonner. Tu n'es pas son amant, tu es son thérapeute gratuit. Tu es la béquille émotionnelle sur laquelle elle s'appuie quand elle boite, et qu'elle range dans le placard dès qu'elle peut courir à nouveau. Prenons l'histoire de Marc et Julie. Marc était fou amoureux de Julie depuis des mois. Julie le savait, mais elle le gardait dans la fameuse friend zone avec des avantages émotionnels. Un soir, à 23h, Julie appelle Marc en pleurs. Le mec qu'elle fréquentait venait de la larguer brutalement. Marc, en bon chevalier blanc, a couru chez elle. Il a passé la nuit à la consoler, à écouter ses plaintes, à lui caresser les cheveux en lui disant qu'elle méritait mieux. Il pensait sincèrement que c'était son moment. Il pensait qu'elle allait enfin réaliser qu'il était l'homme parfait pour elle. Le lendemain matin, elle l'a remercié chaleureusement, lui a dit qu'il était le meilleur ami du monde et l'a mis à la porte. 3 jours plus tard, elle postait une story dans un bar avec un nouveau mec, le parfait sosie du bad boy qui venait de la larguer. Marc n'était pas une option romantique. Il était un pansement, et on ne tombe pas amoureux d'un pansement. On l'utilise quand on saigne, et on le jette quand la plaie est fermée. Signe numéro 5. L'absence totale de jalousie ou de possessivité. C'est un principe fondamental de la nature humaine. Nous protégeons ce qui a de la valeur à nos yeux. Nous sommes territoriaux avec ce que nous considérons comme notre propriété.
Quand une femme est amoureuse ou fortement attirée par un homme, elle ressent inévitablement une forme de jalousie ou de possessivité. Elle va observer les autres femmes qui gravitent autour de lui. Elle va poser des questions subtiles sur ses collègues féminines. Elle va marquer son territoire par des gestes physiques quand d'autres femmes sont présentes. Si tu es l'option de secours, elle s'en fiche royalement de ce que tu fais avec d'autres femmes. Tu peux lui parler d'une collègue très attirante qui t'a invité à déjeuner. Elle te répondra « Ah, c'est super pour toi. Amuse-toi bien », avec un sourire sincère. Beaucoup d'hommes naïfs interprètent cela comme de la maturité ou de la confiance en soi. « Waouh, elle est tellement cool, elle n'est pas jalouse du tout, c'est la femme parfaite. » Faux. Elle n'est pas jalouse parce qu'elle n'a pas peur de te perdre. Et elle n'a pas peur de te perdre parce que ta perte ne représenterait aucun dommage significatif dans sa vie. L'indifférence est le contraire de l'amour. Si elle ne ressent aucune microtension quand tu mentionnes d'autres femmes, c'est que tu n'es pas sur son radar romantique principal. Tu es un meuble confortable dans son salon. On ne s'inquiète pas de savoir si le canapé va partir avec une autre propriétaire. Signe numéro 6. La dynamique financière et matérielle asymétrique. L'argent et les ressources sont d'excellents indicateurs de la dynamique de pouvoir dans une relation. Quand une femme respecte un homme et le considère comme son égal, ou son supérieur dans le sens de la valeur perçue, elle fait des efforts. Elle propose de partager l'addition de temps en temps, elle lui fait des petits cadeaux attentionnés, elle cuisine pour lui. Elle veut lui montrer qu'elle a de la valeur à apporter à la relation au-delà de sa simple présence physique. Quand tu es l'option de secours, tu deviens souvent le sponsor officiel de son style de vie. C'est toi qui paies tous les restaurants, tous les verres, toutes les sorties. Elle accepte tes cadeaux et tes invitations comme un dû, sans jamais rien offrir en retour. Elle te contacte bizarrement quand elle a besoin d'un service. Un déménagement, une réparation sur sa voiture, un prêt d'argent, ou quelqu'un pour lui payer un bon dîner quand son frigo est vide. Elle monétise ton attention. Elle sait que tu es prêt à payer pour passer du temps avec elle, alors elle en profite. Tu n'es pas un partenaire, tu es un distributeur automatique de billets et de services couplé à un ego boost. Et le plus triste dans cette dynamique, c'est que l'homme qu'elle désire vraiment, le bad boy, ou l'homme de haute valeur qui l'ignore à moitié. C'est souvent elle qui lui paie des verres ou qui se déplace chez lui à 2 du matin en payant son propre Uber. Elle investit ses ressources sur l'homme qu'elle veut conquérir. Elle draine les ressources de l'homme qu'elle garde en réserve. Signe numéro 7, le refus de définir la relation et l'utilisation du langage d'esquive. Si vous vous fréquentez depuis plusieurs mois, que vous avez une intimité physique, mais qu'elle refuse catégoriquement de mettre un mot sur ce que vous êtes, tu es en zone de danger. L'homme qui est le premier choix n'a généralement pas besoin de demander où on en est. C'est la femme qui, poussée par son besoin de sécurité et sa peur de le perdre au profit d'une autre, va initier la conversation sur l'exclusivité. Elle va chercher à verrouiller l'engagement. Mais quand tu es l'option de secours et que tu essayes de définir la relation, tu te heurtes à un mur de brouillard. Elle va utiliser ce que j'appelle le langage d'esquive. Elle te dira des phrases comme « Je n'aime pas les étiquettes ». Pourquoi on devrait se prendre la tête? On est bien comme ça, non? Je sors d'une relation difficile, j'ai besoin de temps pour moi. Je veux qu'on laisse les choses se faire naturellement, sans pression. Toutes ces phrases sont des traductions politiquement correctes d'une seule et même réalité. Tu es assez bien pour passer le temps et me tenir compagnie, mais tu n'es pas assez bien pour que je me retire officiellement du marché des célibataires. Je veux garder mes options ouvertes au cas où quelqu'un de mieux se présenterait. Elle te maintient dans un état de limbo relationnel. Tu as les responsabilités et les devoirs d'un petit ami fidélité, soutien émotionnel, investissement financier, mais tu n'en as ni le titre, ni la sécurité, ni les privilèges exclusifs. C'est l'arnaque du siècle, et tu as signé le contrat sans le lire. Signe numéro 8, l'intuition viscérale que quelque chose cloche. C'est le signe le plus important, et pourtant celui que les hommes ignorent le plus souvent. Ton cerveau reptilien, ton instinct de survie, est une machine extraordinairement puissante pour détecter les incohérences et les dangers. Quand tu es avec une femme qui te considère comme son premier choix, tu ressens une forme de paix intérieure. Tu te sens en sécurité. Tu n'as pas besoin de suranalyser chacun de ses messages. Tu n'as pas une boule au ventre quand elle met 3 heures à répondre. Tu sais qu'elle est là. Mais quand tu es l'option de secours,
Tu vis dans un état d'anxiété chronique de bas niveau. Tu as toujours l'impression de marcher sur des œufs. Tu as peur de dire le mot de trop qui la fera fuir. Tu suranalyses ses silences. Tu te sens obligé de performer en permanence pour maintenir son intérêt. Tu as cette sensation désagréable, au fond de tes tripes, que si tu arrêtais de faire des efforts pendant une semaine, elle disparaîtrait de ta vie comme un fantôme. Cette intuition ne ment jamais. Si tu te sens comme un mendiant qui attend des miettes d'affection, c'est parce que tu es traité comme tel. Ton corps réagit à la réalité de la dynamique de pouvoir, même si ton esprit conscient essaie de se rassurer avec des excuses logiques. Alors, que faire si tu te reconnais dans plusieurs de ces signes? Que faire si tu réalises avec horreur que tu es le plan B, la roue de secours, le filet de sécurité? La réaction typique du gentil garçon est de redoubler d'efforts. Il se dit, si je suis encore plus gentil, si je lui achète un plus beau cadeau, si je suis encore plus présent, elle finira par voir ma valeur et me choisira. C'est la pire stratégie possible. C'est comme essayer d'éteindre un incendie avec de l'essence. Plus tu en fais, plus tu confirmes ton statut d'homme de basse valeur, désespéré et acquis. Tu creuses ta propre tombe relationnelle. La seule réponse machiavélique, la seule réponse qui te permettra de récupérer ta dignité et ton pouvoir, c'est le retrait total, froid et inexpliqué. Tu dois retirer instantanément tout ce qui faisait de toi une bonne option de secours. Ton attention, ton temps, ta validation émotionnelle, tes ressources financières. Tu ne fais pas de grandes déclarations dramatiques. Tu ne lui envoies pas un long message pour lui expliquer à quel point elle t'a blessé. Les explications sont pour les faibles qui cherchent encore à être compris. Tu disparais, tout simplement. Tu arrêtes d'initier le contact. Tu mets 24 heures à répondre à ses messages, et tu réponds de manière froide et factuelle. Tu n'es plus disponible pour la voir. Tu ne likes plus ses photos. Tu deviens un mur de glace. C'est ce qu'on appelle la démonstration de valeur par le vide. En lui retirant ton filet de sécurité, tu vas provoquer un choc dans son système. Elle va soudainement réaliser que le meuble confortable sur lequel elle s'asseyait vient de disparaître. Deux choses peuvent alors se produire. Soit elle s'en fiche complètement et ne te relance pas. Dans ce cas, félicitations, tu viens de te débarrasser d'un parasite qui drainait ton énergie. Tu as gagné du temps et de la dignité. Soit son ego ne supporte pas de perdre un adorateur, et elle va commencer à te poursuivre. Elle va t'envoyer des messages, te demander ce qui ne va pas, te proposer de vous voir. Elle va essayer de te ramener dans son orbite. C'est là que tu dois être le plus fort. Ne cède pas à la première miette d'attention qu'elle te jette. Maintiens le cadre. Si elle veut te voir, c'est à tes conditions, sur ton terrain et selon ton emploi du temps. Tu dois lui faire comprendre de manière viscérale que tu n'es le plan B de personne. Que tu es le prix à gagner et que si elle ne te traite pas comme tel, tu es parfaitement capable et heureux de continuer ta route sans elle. C'est la leçon fondamentale de Machiavel. Le pouvoir ne se demande pas, il se prend. Et dans les relations humaines, celui qui a le plus de pouvoir est toujours celui qui a le moins besoin de l'autre. Arrête d'être le figurant dans le film de sa vie. Deviens le réalisateur de la tienne. Si tu as reconnu ta situation dans cette vidéo, il est temps de prendre une décision radicale. Il est temps de tuer le gentil garçon suppliant qui est en toi. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager cette vidéo avec cet ami qui a besoin d'entendre cette vérité brutale. Et si tu es prêt à arrêter de subir les relations et à apprendre les stratégies avancées pour devenir l'homme que les femmes choisissent en premier, le lien vers le code de l'obsession est dans le commentaire épinglé. Ne sois plus jamais une option. Deviens l'obsession. On se retrouve de l'autre côté. Mais nous devons aller encore plus loin dans cette analyse. Pour vraiment comprendre pourquoi tu te retrouves dans cette position d'option de secours, il faut examiner les mécanismes psychologiques qui t'y ont conduit. Ce n'est pas seulement de sa faute, c'est aussi, et surtout, de la tienne. Pourquoi acceptes-tu d'être traité comme un plan B? La réponse réside souvent dans ce qu'on appelle le syndrome du sauveur ou le complexe du chevalier blanc. Beaucoup d'hommes ont été conditionnés par la société, par les films romantiques, par la culture populaire, à croire que l'amour est une récompense qui s'obtient par le sacrifice et la dévotion. Tu penses que si tu es toujours là pour elle, si tu l'écoutes se plaindre de ses ex toxiques, si tu l'aides à déménager, si tu lui prêtes de l'argent quand elle est dans le rouge, elle finira par avoir une illumination. Tu imagines ce moment magique où elle te regardera dans les yeux et dira «
Mais c'était toi depuis le début. Comment ai-je pu être aussi aveugle? C'est un fantasme destructeur. Dans la vraie vie, l'attraction ne se négocie pas. Elle ne s'achète pas avec de la gentillesse. L'attraction est une réponse biologique viscérale à des indicateurs de valeur et de force. Quand tu agis comme son sauveur, tu ne déclenches pas l'attraction sexuelle. Tu déclenches un sentiment de confort et de gratitude. Tu deviens une figure maternelle ou fraternelle. Et les femmes ne couchent pas avec leurs frères ou leur mère. Elles couchent avec des hommes qui les défient, qui les intimident légèrement, qui représentent un mystère à résoudre. Prenons un autre exemple concret, l'histoire de Thomas et Sarah. Thomas et Sarah se connaissent depuis 2 ans. Ils s'entendent à merveille. Ils ont les mêmes goûts musicaux. Ils rient aux mêmes blagues. Thomas est secrètement amoureux de Sarah depuis le premier jour. Sarah le sait pertinemment, même si Thomas n'a jamais eu le courage de faire une déclaration explicite. Les femmes ont un radar infaillible pour détecter l'intérêt d'un homme. Sarah utilise Thomas comme son faux petit ami. Quand elle s'ennuie le dimanche après-midi, elle l'appelle pour aller se promener. Quand elle a besoin d'un +1 pour un mariage ennuyeux où elle ne veut pas aller seule, elle invite Thomas. Thomas accepte toujours, ravi d'avoir l'opportunité de passer du temps avec elle, espérant que cette fois-ci sera la bonne. Mais que se passe-t-il quand Sarah rencontre un homme qui l'attire vraiment? Un homme mystérieux, un peu distant, qui ne répond pas immédiatement à ses messages. Soudainement, Thomas disparaît de son radar. Elle annule leur promenade du dimanche. Elle met des heures à répondre à ses messages. Et quand Thomas, inquiet, lui demande si tout va bien, elle répond « Oui, je suis juste super occupé en ce moment. » Puis, 3 semaines plus tard, le nouvel homme la déçoit. Il annule un rendez-vous où il se montre distant. Sarah se sent rejetée. Son ego est blessé. Que fait-elle? Elle envoie un message à Thomas. « Coucou toi, tu me manques, on se voit ce soir ?» Et Thomas, comme un chien fidèle qui attendait derrière la porte, accourt en remuant la queue. Il est tellement soulagé qu'elle lui reparle qu'il ne pose aucune question. Il accepte les miettes. C'est la définition même de l'option de secours. Thomas est la valeur refuge. Il est l'action en bourse qui ne rapporte rien mais qui ne s'effondre jamais. L'autre homme est le Bitcoin. Volatile, dangereux, mais excitant. Pour sortir de ce schéma, tu dois comprendre le concept de polarité. La polarité est la tension qui existe entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. Pour qu'il y ait une forte attraction, il faut une forte polarité. L'énergie masculine est caractérisée par la direction, le but, la logique, la stabilité et la capacité à imposer des limites. L'énergie féminine est caractérisée par l'émotion, le flux, la réceptivité et le test des limites. Quand tu es l'option de secours, tu as perdu ta polarité masculine. Tu es devenu réceptif à ses caprices. Tu n'as plus de direction propre. Ta seule direction est de la suivre. Tu n'imposes aucune limite. Tu acceptes tous ses comportements irrespectueux. Annulation de dernière minute, silence radio, utilisation comme tampon émotionnel, en perdant ta polarité masculine. Tu tues toute possibilité d'attraction. Tu deviens neutre. Tu deviens inoffensif. Pour recréer cette polarité, tu dois réintroduire le danger de la perte. C'est là qu'intervient la stratégie de la désescalade stratégique. Si tu te rends compte que tu es le plan B, ne fais pas de crise de colère. Les crises de colère sont des réactions émotionnelles. Et réagir émotionnellement, c'est lui donner du pouvoir. C'est lui montrer qu'elle contrôle ton état intérieur. Au lieu de cela, applique la désescalade stratégique. Étape 1. 2. Le miroir inversé. Observe son niveau d'investissement et divise-le par 2. Si elle met 4 heures à répondre à un message, mets 8 heures. Si elle t'envoie un message de 10 mots, réponds avec 5 mots. Si elle annule un rendez-vous, ne propose aucune alternative et dis simplement « D'accord, pas de problème ». Étape 2. La réaffectation des ressources. Prends tout le temps, l'argent et l'énergie mentale que tu investissais en elle et réaffecte-les à tes propres objectifs. Va à la salle de sport. Lance ce projet professionnel que tu repoussais. Sors avec d'autres amis. Rencontre d'autres femmes. Ton monde ne doit plus tourner autour de son soleil. Tu dois devenir ton propre système solaire. Étape 3. Le refus du rôle de thérapeute. La prochaine fois qu'elle t'appelle pour se plaindre de sa vie ou d'un autre homme, coupe court à la conversation. Dis-lui « Je suis désolé que tu traverses ça,
Mais je suis au milieu de quelque chose d'important là, on en reparlera plus tard. Et raccroche. C'est un choc électrique pour son système. Tu viens de lui refuser la validation gratuite à laquelle elle était habituée. Étape 4. L'introduction de la concurrence. Preuve sociale. Les femmes sont des créatures profondément sociales. Leur désir pour un homme est souvent dicté par le désir que les autres femmes ont pour cet homme. C'est ce qu'on appelle la preuve sociale. Si tu es son option de secours, c'est en partie parce qu'elle pense qu'aucune autre femme ne te veut. Tu es acquis. Change cette perception. Laisse transparaître subtilement que tu as d'autres options. Ne mens pas. Ne te vante pas lourdement. Mais si elle te demande ce que tu as fait ce week-end, dis simplement « J'ai pris un verre avec une amie. C'était très sympa. » Laisse le mot « ami » flotter dans l'air avec toute son ambiguïté. Laisse son imagination faire le travail. En appliquant cette désescalade stratégique, tu vas observer un changement fascinant dans son comportement. Au début, elle sera confuse. Elle essaiera de te tester pour voir si ce nouveau comportement est réel ou si c'est juste une phase. Elle pourrait devenir un peu plus affectueuse, juste pour voir si tu vas mordre à l'hameçon et redevenir le gentil garçon acquis. C'est le moment le plus critique. C'est là que 90% des hommes échouent. Dès qu'elle leur donne un peu d'attention, ils s'effondrent et retournent à leur position de paillasson. Tu dois résister. Tu dois maintenir le cadre de l'homme indépendant et détaché. Si tu maintiens ce cadre assez longtemps, 2 issues sont possibles et les 2 sont à ton avantage. Issue numéro 1, elle réalise qu'elle a perdu son filet de sécurité. La peur de la perte s'installe. Elle commence à te voir sous un nouveau jour, non plus comme le gentil garçon acquis, mais comme un homme de valeur qui se respecte. L'attraction peut renaître de ses cendres. Si c'est le cas, et si tu décides de lui donner une chance, tu le feras selon tes propres termes, avec une dynamique de pouvoir rééquilibrée. Issue numéro 2. Elle s'éloigne définitivement parce qu'elle ne cherchait vraiment qu'un serviteur émotionnel et qu'elle n'a aucune véritable attraction pour toi. Dans ce cas, tu as gagné. Tu t'es libéré d'une illusion toxique. Tu as récupéré ton temps et ton énergie pour les investir dans une femme qui te verra comme son premier choix dès le premier jour. Il n'y a pas de défaite dans la désescalade stratégique. Il n'y a que la reprise du pouvoir. Mais je veux te mettre en garde contre un piège mental très courant. Le piège de l'espoir toxique. L'espoir toxique, c'est cette petite voix qui te dit « Oui, mais notre situation est différente. Elle a vraiment des problèmes en ce moment. Elle m'a dit qu'elle avait des sentiments pour moi, mais qu'elle n'était pas prête. Je dois juste être patient. » C'est le mensonge le plus destructeur que tu puisses te raconter. Les femmes sont des communicatrices indirectes. Elles détestent la confrontation frontale et elles détestent être perçues comme méchantes. Elles utiliseront donc toutes les excuses possibles pour te garder en réserve sans te rejeter brutalement. Je ne suis pas prête pour une relation en ce moment. Traduction. Je ne suis pas prête pour une relation avec Théoï. Si Brad Pitt ou l'homme de ses rêves entrait dans la pièce, elle serait prête dans la seconde. J'ai besoin de me concentrer sur ma carrière, mes études. Traduction. Tu n'es pas assez intéressant pour me distraire de ma carrière. L'homme qu'elle désire vraiment serait une priorité absolue. Peu importe sa charge de travail. Tu es trop important pour moi. Je ne veux pas gâcher notre amitié. Traduction. Tu es très utile comme soutien émotionnel, mais l'idée de coucher avec toi me rebute. Ne juge jamais une femme sur ses paroles. Juge-la uniquement sur ses actes. Si ces actes te montrent que tu es une option, annulation, manque d'initiative, compartimentation, utilisation comme tampon émotionnel, alors tu es une option. Point final. Aucune excuse verbale ne peut contredire la réalité de ces actions. L'acceptation de cette réalité est douloureuse. C'est un coup porté à l'ego. Mais c'est une douleur nécessaire. C'est la douleur de la pilule rouge qui te réveille de la matrice. Tant que tu refuses de voir la réalité, tu es condamné à répéter les mêmes schémas. Tu es condamné à être le figurant dans l'histoire d'un autre homme. L'homme machiavélique ne vit pas dans l'espoir. Il vit dans la réalité, aussi froide soit-elle. Il analyse les dynamiques de pouvoir, il identifie sa position sur l'échiquier et il agit en conséquence pour maximiser ses intérêts. Si tu es sur la case de l'option de secours, la seule action logique est de quitter le plateau. Renverse la table. Refuse de jouer à un jeu dont les règles sont truquées contre toi. En te retirant, tu envoies le message le plus puissant qu'un homme puisse envoyer. Je connais ma valeur. Je sais ce que je mérite. Et je refuse de me contenter de moins. C'est cette attitude,
cette arrogance tranquille, cette capacité à s'éloigner sans se retourner, qui crée le véritable respect. Et sans respect, il ne peut y avoir d'attraction. Ne sois plus jamais le plan B, ne sois plus jamais le filet de sécurité. Deviens l'homme qui fixe les règles. Deviens l'homme qui choisit, et non celui qui attend d'être choisi. C'est un chemin difficile. Cela demande de la discipline, du contrôle émotionnel, et la volonté de faire face à la solitude, plutôt que d'accepter la médiocrité. Mais c'est le seul chemin vers la véritable liberté masculine. Merci d'avoir suivi cette masterclass jusqu'au bout. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager cette vidéo. Et si tu es prêt à tuer le gentil garçon qui est en toi, si tu veux découvrir le protocole exact pour développer les traits de la triade sombre de manière saine et devenir le monstre contrôlé que les femmes désirent secrètement, le lien vers le codé de l'obsession est dans le commentaire épinglé. Ne subis plus les règles du jeu. Réécris-les. On se retrouve de l'autre côté. Pendant que tu lis ce message que tu lui as envoyé aujourd'hui, elle est en train de répondre à celui d'un autre. Je ne le sais pas de toi spécifiquement. Je le sais parce qu'il est mathématiquement impossible qu'il n'en soit pas ainsi. N'importe quelle femme célibataire, en ce moment même, a des conversations ouvertes avec des hommes que tu ne connais pas, qui n'ont pas de nom pour toi, qui n'ont pas de visage pour toi, et qui sont en train de faire exactement la même chose que toi, croyant qu'ils sont en train de construire quelque chose d'exclusif. Et le problème n'est pas cela. Le problème est ce qui vient après. L'homme qui ne comprend pas comment fonctionne ce système, non seulement perd la femme, mais il perd des mois, parfois des années. Aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment fonctionne ce système de l'intérieur. Non pas pour que tu te méfies de tout le monde, mais pour que tu n'investisses plus jamais à l'aveugle sur un terrain que tu n'as pas vérifié. Si à un moment quelconque pendant cette vidéo tu sens que je suis en train de décrire une situation que tu vis en ce moment même, ce n'est pas une coïncidence. Reste. Maintenant, si tu veux plus de vidéos comme celle-ci sur la chaîne, alors laisse ton like. C'est sérieux. Ça ne coûte rien. Mets un like à la vidéo. Tu l'as fait? Merci. Maintenant, allons à ce qui importe. En ce moment même, à cet instant, pendant que toi tu es ici en train de regarder cette vidéo, il y a un écran dans un autre endroit, avec son nom à elle, et sur cet écran, il y a des conversations que tu ne connais pas, avec des hommes dont tu ne soupçonnes pas l'existence, qui sont en train de faire exactement la même chose que ce que tu es en train de faire. C'est dire investir du temps, de l'énergie, de l'attention et dans certains cas, de l'argent pour construire quelque chose avec une femme qui n'a encore fermé aucune porte. Cela ne fait pas d'elle une mauvaise personne. Je ne suis pas ici pour la juger. Je suis ici pour te donner l'information qui te permet d'opérer les yeux ouverts, au lieu des yeux que tu voudrais avoir. Parce que le problème central, ce n'est pas elle. Le problème, c'est que ça fait des semaines, peut-être des mois, que tu investis dans une position que tu n'as jamais auditée, que tu n'as jamais examinée avec honnêteté, que tu n'as jamais remise en question parce que les indicateurs superficiels te disaient que tout allait bien, que quelque chose se construisait, que les progrès étaient réels. Et aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi ces indicateurs mentent, pourquoi ils mesurent la mauvaise chose, et qu'est-ce qu'en réalité tu as besoin de mesurer pour savoir où tu en es vraiment. Parce qu'il y a une différence énorme entre la place que tu crois occuper dans sa vie et la place que tu occupes réellement, et cette différence, quand elle se révèle tard, quand tu as déjà mis trop de choses sur la table sans avoir rien vérifié, c'est le genre de coup dont certains hommes mettent des années à se remettre. Pas à cause d'elle, mais à cause du temps qui ne revient pas. Pour comprendre le système, tu dois d'abord comprendre l'environnement dans lequel existe n'importe quelle femme célibataire en 2026. Toute femme, moyennement attirante, avec une présence minimale sur les réseaux sociaux, opère dans ce que je vais appeler un écosystème d'attention. Un écosystème qu'elle n'a pas construit avec intention, qu'elle ne maintient pas avec effort et qu'elle n'a pas besoin d'alimenter activement pour qu'il continue de fonctionner. Cet écosystème est composé d'hommes à différents stades. Il y a des hommes qui mettent un like à chaque story sans qu'elle ne les y ait invités. Il y a des hommes qui lui envoient des messages sporadiques pour voir s'il y a une ouverture. Il y a des hommes qui réagissent à tout ce qu'elle publie. Il y a des hommes qu'elle ne suit même pas en retour et qui sont toujours là, à la périphérie, observant, attendant, disponibles.
Et c'est juste ici que vient le point important. Il y a des couches de ce jeu que YouTube ne me laisse pas dire sans qu'elles ne soient mal interprétées. Dans le code de l'obsession, tu cesses d'être un spectateur et tu apprends à inverser le scénario pour que ce soit elle qui cherche ta validation. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Et le plus important, ce que peu d'hommes comprennent avec assez de profondeur. Cet écosystème lui donne quelque chose qu'aucune quantité de belles conversations ne peut compenser. Il lui donne le pouvoir de ne pas avoir à décider rapidement. Pense-y en termes pratiques. Si tu avais 10 offres d'emploi sur la table en ce moment, avec quelle urgence prendrais-tu une décision? Probablement aucune. Probablement continuerais-tu d'évaluer, d'attendre, de te donner du temps. Non pas parce que tu es indécis, mais parce que la pression de décider n'arrive que lorsque la pénurie est réelle. Quand tu sens que les options sont en train de se fermer, elle ne ressent pas cette pression. Et elle ne la ressent pas parce que l'écosystème qui l'entoure la lui élimine automatiquement tous les jours, sans qu'elle n'ait à faire quoi que ce soit pour que cela se produise. Et toi, tu es en train d'essayer de construire quelque chose de solide à l'intérieur de cet environnement, sans savoir que l'environnement existe. Ici vient la partie qui fait le plus mal à accepter parce qu'elle touche quelque chose de très spécifique. L'attention qu'elle te donne ne te dit pas où tu en es dans son monde. Et pourtant, c'est exactement ce que nous utilisons pour mesurer le progrès. Elle me répond, donc elle est intéressée. Elle m'écrit en premier parfois, donc il y a une connexion réelle. Je la fais rire, donc j'avance. Ça, ce n'est pas de la mesure. Ça, c'est de l'auto-illusion avec des preuves sélectionnées. Parce que dans l'environnement numérique d'aujourd'hui, donner de l'attention a un coût d'exactement 0. Répondre à un message coûte 0. Maintenir une conversation agréable coûte 0. Donner une continuité à quelqu'un qu'elle apprécie coûte 0. Et quand quelque chose coûte 0, sa présence ne révèle pas une préférence. Elle révèle que l'échange n'a pas de coût. Et voici le point qui change tout. Celui que j'ai promis au début et que je suis maintenant en train de te livrer avec une précision totale. Tu as été en train de lire des signaux d'attention comme s'ils étaient des signaux de sélection, et ce n'est pas la même chose. Ça ne l'a jamais été. Mais dans le monde physique d'avant, avant Instagram, avant les messages directs, avant que n'importe quel homme puisse contacter n'importe quelle femme à tout moment depuis le canapé de sa maison, l'attention d'une femme avait un coût implicite parce que l'accès était limité. Si elle te donnait de l'attention, c'était un signal réel parce que l'univers d'alternatives était également limité. Aujourd'hui, cet univers n'a pas de plafond. Et quand l'univers d'alternatives n'a pas de plafond, l'attention cesse d'être un indicateur fiable de quoi que ce soit. Elle devient ce qu'est la maintenance de portefeuille. Toi, dans ce portefeuille, tu n'es pas sélectionné. Tu es inclus. Et être inclus n'est pas la même chose qu'être choisi. Je veux que tu fasses quelque chose en ce moment. Quelque chose qui requiert une honnêteté réelle. Pas l'honnêteté que tu déclares quand on te pose la question, mais celle qui apparaît quand personne ne regarde. À l'intérieur de l'écosystème d'attention de n'importe quelle femme célibataire, il y a 3 positions dans lesquelles un homme peut se trouver. Et avant que tu ne continues à lire, je veux que tu te situes toi-même, pas là où tu voudrais être. Où es-tu? La première position est celle de l'homme qui a déjà été écarté sans que personne ne le lui ait dit. Cet homme est toujours sur le radar. Il continue d'envoyer des messages. Il continue de croire que quelque chose est en train de se construire. Mais la décision a déjà été prise. Personne ne la lui a communiquée car la communiquer a un coût, même s'il est petit, et ne pas la communiquer n'en a aucun. Alors, il reste là, actif, visible, croyant qu'il participe à quelque chose qui est déjà terminé pour elle depuis des semaines. La deuxième position est celle de l'homme qui lui plaît, mais pas assez. C'est le profil le plus douloureux car c'est le plus difficile à voir de l'intérieur. Elle l'apprécie, il lui plaît bien. Ils ont une bonne alchimie quand ils sont en contact, mais pas assez pour fermer les autres portes. Cet homme donne du confort à l'écosystème. Il lui confirme que le système fonctionne. Et pendant que lui croit qu'il est en train d'avancer, elle continue simplement avec ses options ouvertes parce qu'aucune raison réelle ne l'a poussé à les fermer. La troisième position est celle de l'homme qui a créé une condition que les 2 autres n'ont pas créée. Ce n'est pas qu'il soit plus attirant sur le papier, ce n'est pas qu'il ait plus de ressources, ni nécessairement plus de charisme. La différence est unique. Elle sent qu'elle peut le perdre. Et cette possibilité, réelle ou perçue, active quelque chose qu'aucune disponibilité constante ne peut acheter. Cela lui génère de l'urgence.
Et l'urgence est la seule chose qui pousse quelqu'un qui vit dans un écosystème de pression zéro vers une décision réelle. Maintenant dis-moi, avec honnêteté, pas dans ta tête, mais dans tes comportements des 30 derniers jours, dans laquelle de ces 3 positions te trouves-tu? Combien de fois as-tu été le premier à écrire? Combien de fois as-tu réorganisé ton emploi du temps quand elle a suggéré quelque chose? Combien de fois as-tu reçu une réponse tardive et lui as-tu donné plus que ce qu'elle a apporté pour compenser le silence? À un moment quelconque a-t-elle senti qu'elle pouvait te perdre? As-tu déjà eu des motifs réels de croire que cela la préoccupait? Le système ne fait pas d'exception pour ceux qui se convainquent que leur cas est différent. Et je vais détruire l'objection la plus commune avant que tu ne la formules, car je sais déjà qu'elle est là. Tu vas dire, mais elle m'a dit qu'elle ne parlait à personne d'autre. Parfait. Ce n'est pas une information vérifiable, et vous le savez tous les deux. Une déclaration verbale dans un environnement où les options sont invisibles, où les autres hommes de l'écosystème n'ont ni nom ni visage pour toi, où l'historique des conversations ne s'ouvre pas d'un commun accord. Cette déclaration coûte exactement la même chose que l'attention qu'elle te donne. 0. Je ne suis pas en train de dire qu'elle ment. Je suis en train de dire que les mots sont l'instrument de communication le plus facile à contrôler. Et ce qui n'est pas sous contrôle, c'est le comportement. Et le comportement est la seule chose qui vaut comme preuve réelle. Que fait-elle quand elle n'est pas avec toi? Que fait-elle quand tu es absent pendant 3 jours? Que fait-elle quand elle sent que tu pourrais partir? Prend-elle des mesures pour s'assurer de toi ou continue-t-elle simplement sa journée parce que l'écosystème lui confirme que les options ne vont pas disparaître demain? Et ici, à la fin, nous séparons les hommes qui comprennent de celui qui ne fait qu'écouter et recommence à poursuivre. Si tu veux cesser de poursuivre et te transformer en celui qui est poursuivi, le code de l'obsession te donne la méthode pour créer cette sensation de perte sans agir bizarrement, sans supplier. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. L'exclusivité réelle n'est pas ce qui est déclaré, c'est ce qu'elle démontre lorsqu'elle sent qu'elle peut te perdre. Si elle n'a jamais ressenti cela, tu n'as jamais eu ce que tu croyais avoir.